Bonjour à tous, on est aujourd'hui le lundi 21 octobre 2024. On va faire un petit tour sur le marché des crypto-monnaies, un marché des crypto-monnaies qui a fortement augmenté récemment, mais sur la journée, on est plutôt dans le rouge. Par contre, sur les 7 derniers jours, on voit quand même qu'on a pris plus de 6%. Et sur l'Ether, alors l'Ether qui semblait nous faire de belles performances, finalement, en fait, n'y arrive toujours pas et c'est toujours difficile pour lui. On va regarder tout simplement sur la fin de la journée. En fait, on a une grosse chute du Bitcoin. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon, voilà, on était aux alentours des 69 000. On est repassé sous les 67 000. C'est normal. Il y a de la volatilité sur le Bitcoin. C'est normal. Encore une fois, on ne vise pas le moyen terme, on vise le long terme. Enfin, quand je parle de long terme sur le marché des crypto-monnaies, il faut savoir que ça n'est pas la même chose que sur les marchés actions. Long terme sur le marché des crypto-monnaies, 6 mois, 1 an. Par contre, moyen terme, c'est plutôt quelques semaines, quelques mois. Et court terme, là, ce serait sur la journée. Mais moi, je ne fais pas de trading, je ne fais pas de scalping sur les cryptos, bien que j'essaye de surfer sur quelques narratifs, sur quelques tendances, en fait, sur plusieurs semaines, notamment, par exemple, que ce soit dans les tendances qui sont ici, les tendances d'actu, en fait, les mêmes coins, l'écosystème Solana, l'intelligence artificielle, gaming, real world asset, Depin. Alors gaming, pas trop, ça m'intéresse que moyennement parce qu'en fait, la proposition de valeur derrière, pour l'instant, j'ai du mal à la comprendre et les gamers ne semblent pas avoir envie de mettre des cryptos dans leur jeu. Et on voit quand même que les projets de gaming ont du mal à décoller, si ce n'est Apecoin, pardon. On va en reparler parce que tout simplement, il y a eu le lancement de l'Ape Chain. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Le cours de l'Ape a plus que doublé depuis samedi. En fait, on voit que ça s'est envolé. On est passé de 74 centimes à 1 dollar, 1,7 dollars. Tout simplement parce que le mainnet de l'Ape Chain a officiellement été lancé. En fait, c'est un layer 3 qui est basé sur Arbitrum, donc sur la blockchain Arbitrum. Et un layer 3, en fait, c'est une surcouche du réseau. Et donc là, ils ont créé tout simplement leur propre chaîne qui est tout simplement live, donc qui est sur le mainnet et qui potentiellement en fait a fait dire aux investisseurs c'est intéressant d'investir sur ce projet. Alors j'ai pas fait énormément de recherches, je sais que c'était en lien avec les NFT, les Bored Ape Yacht Club, mais globalement moi c'est pas forcément un projet qui m'intéresse beaucoup, même si y a un coup à jouer, il y a quelque chose à faire sur les 7 jours, on voit quand même que il y a une belle augmentation sur l'année. Par contre, on voit que c'est plutôt un projet qui avait une bonne tendance au cycle de 2021. Mais voilà, début 2022, on a tapé la TH. Mais en fait, depuis que les NFT se sont écroulés, ben, le projet s'est écroulé avec. Donc là, ce qu'on a, c'est assez ridicule par rapport à toute l'augmentation qu'on avait eue avant. Et on a un ATH autour des 23 dollars. Donc pour ceux qui ont investi à ce moment-là et qui ont holdé, en fait, qui ont gardé leur crypto-monnaie depuis tout ce temps, ça va être compliqué pour moi de retourner à la TH, bien que ce soit possible s'il y a des narratifs qui sont tendance. Voilà, je vous ai fait une vidéo aussi sur les meme coins. Les meme coins, donc juste ici sur CoinMarketCap, pardon, vous les avez. Le Doge, le Shiba, le PP, le Dogwifat, le Bonk, c'est les 5 meme coins les plus capitalisés. On a aussi le Flow qui est juste derrière. Mais ça reste dangereux, ça reste volatile, ça reste des cryptos avec aucune utilité, mais l'intérêt, et je vous en parle dans la vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas des libérations de tokens, il n'y a pas une grosse partie des crypto-monnaies qui sont réservées à une team d'investisseurs privés qui ont réussi à investir en avance, etc. Là, c'est un peu le Far West, tout le monde peut investir, mais tout le monde peut perdre, bien qu'il y ait des manipulations de marché sur certains cryptos en fait à faible capitalisation, des mêmes coins. Là, si on descend dans les fins fonds de CoinMarketCap, on va trouver des mêmes coins à faible capitalisation, et effectivement, là, il peut y avoir des gros bags de crypto qui peuvent faire varier les cours. Après, sur les premières, je pense que c'est quand même relativement difficile parce que là, par exemple, sur le Dogecoin, on est quand même à 20 milliards de dollars investis dessus. Pareil, la capitalisation du Shiba, elle est de 10 milliards de dollars. C'est absolument démentiel. 10 milliards de dollars pour une crypto avec une tête de chien. Dites-vous, une crypto avec une tête de chien qui n'a aucune utilité. 10 milliards de dollars. Si vous voulez investir dessus, vous allez tout simplement dans les marchés, hop, et vous aurez la liste des exchanges sur lesquels cette crypto-monnaie est listée. Je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo, mais par exemple, si vous voulez investir sur des cryptos un peu plus, voilà, un peu moins connus, on va dire, pour essayer d'avoir un meilleur rendement, vous, par exemple, on va prendre celui-là. Donc celui-là, il est 70e sur CoinMarketCap. Il ne doit sûrement pas être listé sur Binance, exactement. Par contre, il est sur Gate.io, il est sur KuCoin, il est sur Bitgate. Donc vous pouvez aussi vous créer des comptes sur ces plateformes-là pour investir dans des cryptos un peu dégènes. Voilà. Si vous voulez, vous avez les liens de parrainage dans les commentaires, les codes tout simplement qui vous permettent d'avoir des bonus à l'ouverture. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus. On en a parlé plusieurs fois. On va faire un tour sur les news Twitter. Donc, une banque de Singapour qui introduit un service qui pourrait permettre des opérations bancaires basées sur la blockchain, donc très intéressant.
c'est plutôt bullish. Après, là, on va passer sur des news plutôt bearish, en fait, pour nous, Français, résidents fiscaux français. En fait, la flat tax, elle augmente. Alors, c'est pas encore passé, il y a des amendements qui ne sont pas passés, mais en tout cas, c'est ce qui a été proposé par Michel Barnier dans la loi de finances, en fait, parce qu'ils veulent tout simplement récolter plus d'argent pour l'État. Donc, ils décident d'augmenter la flat tax qui passerait à 33%, voire même 37% pour ceux dont le revenu fiscal dépasse les 250 000 euros par an. Voilà, en plus, cette mesure serait rétroactive sur l'année 2024. Encore une fois, ça n'est pas passé, mais ça risque de passer. Mounir donc de Finari qui lui fait des vidéos ultra intéressantes, il nous parle aussi donc de cette augmentation de la flat tax à 33%, donc plus 10%, hein, puisqu'on était à 30%. Et voilà, à titre de comparaison, la Belgique 0% si vous gardez vos actions plus de 6 mois. Et il y a d'autres pays dans l'Union européenne en plus, dont la fiscalité est beaucoup plus avantageuse et des pays qui tournent. Mais voilà, je ne sais pas quoi dire, selon moi, c'est pas la bonne chose à faire d'augmenter la flat tax parce qu'on dit qu'on va taxer les plus riches, mais en fait, on taxe tout le monde et même les personnes qui essayent d'investir et qui essayent de développer un capital et qui essayent de pousser les entreprises françaises, etc., se font démonter, donc c'est un petit peu dommage. 24 heures en France, ce tweet, il m'a fait rire. Immobilier, les plus-values de résidence principale seront bientôt taxées. Potentiellement, ça pourrait être taxé, alors que normalement, quand on revend sa résidence principale, si on a résidé 6 mois dedans, on n'est pas taxé sur la plus-value. Là, ça risque de changer. Les impôts, peut-être un rétablissement de la taxe d'habitation. Ensuite, la fiscalité qui augmente pour les hauts revenus et même une hausse de 10% de la flat tax, même pour les revenus modestes. En fait, ceux qui payent la flat tax, tout simplement, tout le monde se fait détruire. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, encore une fois, c'est pas encore passé. Tout le monde a pris panique, tout le monde a pris peur parce que, voilà, on entend ça et c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour nous investisseurs. Mais si ça passera, je pense qu'il y en a qui partiront. En fait, ça, c'est tout simplement Nicolas Chéron qui nous dit ça. Voilà, l'impôt sur les sociétés. Donc, non, suite au passage de l'IS de 30 à 33%, sur son cas, sans palier pour faire simple, par exemple, 2024, donc 30%, tu payes 30 000 euros si tu as fait 100 000 euros de bénéfices. 2025, tu payes 33%, donc 33 000 euros. 2026, 0, car le chef d'entreprise a quitté le pays. Effectivement, en fait, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir de la France et on perd en fait tous nos entrepreneurs. C'est un petit peu dommage de faire ça. Alors, bien qu'il y ait des stratégies pour aller les taxer à l'étranger, etc., je pense qu'il y a toujours aussi pour eux des montages fiscaux qui permettent de ne pas payer d'impôts en France. Donc, je pense que voilà, cette stratégie agressive, notamment sur la flat tax, de mon point de vue, c'est pas la bonne solution. Bref, je voulais vous partager aussi ce compte Twitter, donc Investing Visuals. C'est tout simplement très intéressant pour avoir un petit peu des rapports très rapides sur Twitter. Vous pouvez consulter ça très rapidement sur les entreprises sur lesquelles vous souhaitez investir. Là, par exemple, on a le revenu de ASML, la géographie, donc essentiellement à Taïwan, parce que c'est aussi en lien avec TSMC, donc les semi-conducteurs. Voilà, la qualité, les revenus de l'entreprise, etc. Donc, c'est intéressant d'aller suivre ce compte Twitter si vous voulez un petit peu des infos. Pareil, je vous ai retweeté celui d'Apple pour l'exemple. La géographie, donc essentiellement aux États-Unis, en Europe, en Asie, aussi en Japon. C'est là qu'ils vendent le plus de produits. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'analyse de Apple qui va sortir dans les prochains jours. N'hésitez pas à aller la voir. Les revenus de Apple proviennent essentiellement de l'iPhone pour 52%, les services pour 22%. Très important, les services à Apple Pay, le cloud, Apple Music, etc. Tout ça, c'est très important pour Apple. Ça représente près d'un quart de leurs revenus. Les Mac, les iPads et les autres produits, etc. Donc, allez suivre un petit peu pour avoir des visuels très intéressants. On va continuer avec la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, qui est dirigée par Christine Lagarde, mais qui n'est pas très favorable, donc Christine Lagarde, c'est elle qui n'est pas très favorable au Bitcoin, qui souhaiterait donc réguler ou l'interdire, parce que ce serait pour protéger en fait les habitants de l'Union européenne. En fait, la BCE estime que la hausse du prix du Bitcoin conduirait à un approvisionnement du reste de la société face aux holders. Mais elle dit aussi que le Bitcoin pourrait atteindre 10 millions de dollars en fait par Bitcoin. C'est absolument démentiel. Si un jour on arrive là c'est vraiment la folie. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin, ça crée un appauvrissement de la société. Mais c'est pour la raison pour laquelle, en fait, tout le monde doit détenir des Bitcoins. C'est vraiment hyper important. Et en plus de ça, c'est un rempart contre l'inflation, puisque on n'aura jamais d'inflation sur le Bitcoin, puisque dans le code, Satoshi Nakamoto a prévu qu'il n'y en ait que 21 millions et pas un de plus. D'ailleurs, allez voir le documentaire sur
les révélations concernant Satoshi Nakamoto sur HBO. Il est dispo sur Canal du coup, si vous n'avez pas d'abonnement HBO. Mais spoiler, hein, il n'y a pas de révélation de qui est Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, le docu est intéressant. Là, on retourne sur des news plutôt bullish. Stripe qui rachète Bridge. Donc là, quand on a des sociétés qui rachètent d'autres sociétés, etc. dans les cryptos, c'est globalement positif parce que ça veut dire que certaines sociétés veulent intégrer des services de crypto, etc. C'est plutôt bullish. Ensuite, Alan qui nous partage donc le MVRV Indicator. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus et je vous en parlerai. On voit qu'en fait, dès qu'on est dans une zone où on passe au-delà de cette courbe, en fait, on a généralement une phase haussière qui s'ensuit. Ici, c'est pareil, phase haussière. Ici, c'est pareil. Bam. Et ici, donc, on a 4 fois cette année qu'on atteint ce ratio et c'est une dynamique haussière. À chaque fois, le prix s'est envolé. Donc là, on est quand même entre 29, 42, 66 et 68 000 $. Est-ce que ici, le prix va s'envoler? Encore une fois, c'est un indicateur parmi d'autres qu'on peut se permettre de regarder. La Fashion Week la Fashion Week de Paris qui à chaque fois booste les marques et ça c'est très important. On a tendance à dire ouais la Fashion Week ça sert à rien, etc. Mais en fait pour les marques de luxe c'est hyper important et c'est d'ailleurs pour ça que ça existe. Et pour LVMH, en tant qu'investisseur de LVMH, je suis content de voir ça et je suis content de voir que les marques se portent plutôt bien, bien que je ne sois pas du tout la cible et pas du tout le consommateur de ce genre de marques et de produits. Par contre, investir dessus parce que je comprends le business model et parce que ça me paraît intéressant, oui, et c'est un grand oui. Et on va finir avec Goku qui nous reposte cette news. Les ETF Bitcoin, donc les ETF Bitcoin Spot, hein, qui ont été acceptés par la SEC en janvier 2024, ont acquis 2 fois plus de Bitcoin que ce qui a été miné depuis leur lancement, donc le 10 janvier. Ce qui a été miné en Bitcoin depuis janvier 2024, et bien 2 fois plus ont été acquis par les ETF. On pourra faire une analyse des inflows et des outflows sur les ETF, mais globalement, sur le Bitcoin, c'est extrêmement positif ce qui se passe. Sur l'Ether, ça n'arrive pas à décoller, ça n'arrive pas à prendre. Peut-être ça arrivera plus tard, mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment pas la folie. Voilà, je voulais aussi vous parler d'indicateurs, on va finir là-dessus. Je vous ai tourné une vidéo qui sortira dans les prochains jours concernant différents indicateurs de top de marché. On a première chose le RSI, on voit que dès qu'on est dans une phase haussière, enfin dans une phase de surachat, généralement on est dans une phase de top de marché. Ici c'est pareil, bam, top de marché, ici top de marché. Ça se vérifie plus ou moins à chaque fois, donc c'est pas un indicateur magique, mais voilà, quand on a un RSI plutôt bas, autour des 40, on est en bear market, accumulation. Ici c'est la même chose, et un RSI au-delà des 60, 70, 80, là on est dans une phase où il faut plutôt prendre des profits. Le MACD c'est pareil, dès qu'on a un croisement dans une zone plutôt positive vers une zone négative, hein, on va simplifier au maximum. Croisement ici, top de marché, croisement ici, top de marché. Et ensuite, dès qu'on est dans le rouge, on est plutôt dans une phase descendante. Et là, dès qu'on repasse dans le vert, accumulation, voire phase haussière, hop, jusqu'ici, bam, on a un croisement négatif, hop, là on a un petit retracement, etc. Le MACD, c'est un deuxième indicateur qui est très intéressant. Ensuite, 530 jours après le halving, généralement, on a le top de marché. Le top du cycle arrive en moyenne 530 jours. Alors attention, cet indicateur, il me fait un petit peu grincer les dents parce que c'est pas un indicateur magique, tout le monde va l'anticiper et quand il y a quelque chose qui est anticipé, c'est forcément pricé à l'avance, donc ça arrivera plutôt, sûrement un peu plus tôt. Mais globalement, halving ici, top de marché 530 jours après. Halving ici, top de marché 530 jours après. Et là, le top de marché, donc le halving qui a eu lieu cette année en avril 2024, hein, si je dis pas de bêtises, top de marché, ça nous amènerait donc à octobre 2025. Voilà. Est-ce que jusqu'à octobre 2025, on aura une phase haussière? C'est pas sûr. Est-ce que ça s'arrêtera avant? C'est possible. Est-ce que ce sera la même chose sur ce cycle? Non, pas forcément, parce qu'on a les institutionnels, parce que peut-être la temporalité sera différente, parce que peut-être les amplitudes seront différentes, etc. Mais c'est un indicateur parmi d'autres à regarder. Voilà, je voulais vous montrer aussi le MVRVZ Score. Celui-là, c'est intéressant aussi parce que dès qu'on est dans une phase orange, là, enfin, dès qu'on est dans la zone rouge pour la courbe orange, donc le MVRVZ Score, on voit qu'on est sur des tops de marché ici, ici, à chaque fois. Donc là, on n'est pas monté tout en haut de la phase rouge, mais on est quand même sur une phase de surchauffe. Et là, dès qu'on arrivera vers les 6, 7, peut-être que ce sera le moment de prendre des profits. Je vous ai fait une vidéo complète dessus qui sort dans les prochains jours qui vous permet de mieux comprendre. Le P-Cycle Indicator, c'est pareil, dès qu'on a un croisement de 2 moyennes mobiles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous en parle dans une prochaine vidéo encore une fois. Dès qu'on a un croisement, boum, top de marché, quelques jours avant ou quelques jours après. Ici, croisement entre la courbe jaune et la courbe verte, hop, top de marché, etc. etc. Et le Crypto Fear and Greed, dès qu'on est plutôt dans le rouge, on est dans une phase intéressante pour acheter. Dès qu'on est plutôt dans le vert, là, c'est généralement des phases où il faut prendre des profits. Et encore une fois, celui-là, il est très simple à comprendre.
Dès qu'on est dans la peur, c'est là qu'on a les meilleures opportunités. Dès qu'on est dans l'euphorie, c'est là qu'on a les meilleures opportunités de vente. Voilà, et la prise de profit, elle est très importante sur le marché des crypto-monnaies. C'est d'ailleurs ce que j'ai raté personnellement sur le précédent cycle, mais c'est quelque chose qui va être très important et dont je vais beaucoup vous parler. Vraiment, je vais vous harceler avec ça parce que c'est vraiment le plus important. C'est pas tant de rentrer sur les bons projets, c'est pas tant de rentrer au bon moment, c'est vraiment de réussir à prendre ses profits et d'avoir une stratégie claire et nette, parce que quand on est en bull run et que tout pète à la hausse, des fois on ne sait plus quoi faire. Est-ce que je décide de vendre quand le Bitcoin est à 90 000, à 5 000, à 130 000, à 140 000, et finalement s'il touche jamais ma target en fait, mais 130 000, s'il touche jamais, qu'est-ce que je fais? À quel moment je vends? Est-ce que je sors tout d'un coup? Est-ce que je sors par palier, etc. Je vais vous faire beaucoup de vidéos là-dessus parce que c'est vraiment, selon moi, l'une des choses les plus intéressantes et les plus importantes en fait, c'est ça que je voulais dire, les plus importantes pour sortir tout simplement avec des bénéfices et peut-être pas sortir complètement du marché, mais du moins repasser en stablecoin une grande partie de ces investissements pour pouvoir rentrer en bear market, rentrer sur des actifs qui nous intéressent. Si vous êtes là pour plusieurs cycles, si vous êtes là que pour un seul cycle et ensuite vous souhaitez tout réallouer sur le marché, par exemple de la bourse, vous pouvez aussi le faire. C'est chacun sa stratégie, mais en tout cas, moi personnellement, sur le marché des cryptos, j'essaie de surfer sur les cycles et d'être là sur 2, 3, 4 cycles en fonction de ce qui se passera dans le futur. Attention, peut-être que les cycles de 4 ans avec le halving et un bull run par la suite, peut-être que ça ne se vérifiera plus dans le futur. C'est pas parce que ça s'est vérifié précédemment que ça continuera encore et toujours. Dernière chose, je vous parle dans une prochaine vidéo qui sort de la comparaison entre deux ETF. Par exemple, là, un ETF Amundi, donc celui-ci qui est émis par... donc Amundi, c'est un ETF du S&P 500 et un ETF de la BNP. Hop, juste ici, on a le code qu'on peut copier et je vous parle du site JustETF tout simplement pour pouvoir comparer la performance de ces deux ETF. Là, par exemple, sur 3 ans, on a l'Amundi qui fait 45%, le BNP qui fait 45%, mais sur 5 ans, on voit que c'est un petit peu différent. On a Amundi qui fait un peu moins que celui de la BNP. Sur l'année, pareil, un peu moins pour celui d'Amundi que celui de la BNP. Sur les 3 mois, encore pareil, celui d'Amundi un peu moins que la BNP. Donc, très intéressant de comparer ça. Je vous ai fait des vidéos, mais ce n'est pas la seule chose à comparer parce qu'il faut aussi comparer les frais, l'encours sous gestion, la méthode de distribution, de réplication aussi, l'émetteur. Voilà, il y a beaucoup de choses à comparer quand on investit dans des ETF, mais la vidéo, elle sort dans quelques jours. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Abonnez-vous pour rien rater des prochaines vidéos. Là, vraiment, il y a un cycle un bull run de crypto-monnaie qui s'annonce très intéressant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites-moi des suggestions dans les commentaires de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et ciao!